Ce que vous voyez là, c'est l'école Al-Kamiliya au Caire, en Égypte. On va parler de l'influence de l'esthétique marocaine sur cette école, mais aussi sur le palais de l'Alhambra de Grenade, en se basant sur les archives d'une institution égyptienne capitale. Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Fanida, et on espère que vous resterez avec nous pour ce voyage architectural. Ouais, et c'est une plongée directe dans le concret. On part des archives de l'Ajnatu Hifdh al-Athar al-Arabiya, ce fameux comité de conservation des monuments de l'art arabe. Faut se remettre dans le contexte. On est en 1881. Le gouvernement égyptien crée cette commission parce que le patrimoine architectural du Caire partait littéralement en poussière, pillé ou juste dégradé. Oui, leur travail est notre source première pour comprendre des édifices aujourd'hui disparus ou très abîmés. Et c'est le cas pour cette école, le sujet de notre podcast. Le texte nous fournit des données qui viennent de relevés faits avant la dégradation du monument. C'est ça qui est important. C'est grâce à cette documentation qu'on peut voir l'origine marocaine de son architecture ornementale. Et le point de bascule, c'est une note de 1845. Un expert observe le bâtiment et écrit, attends, je te la sors, « Zakharifuha tushbihu zakharifa qasri al-Hamra ». En gros, ces ornements ressemblent aux ornements du palais de l'Alhambra. Cette phrase, elle est fondamentale pour le reste du sujet. C'est elle qui déclenche toute l'analyse et qui pose le lien de manière explicite. Pour l'expert du comité, cette ressemblance avec Grenade, ça suffit à définir la nature marocaine de cet art. C'est comme une équation. Alhambra égale style marocain. D'ailleurs, il le confirme en analysant les rinceaux et la calligraphie. Et il ajoute cette phrase. La qulna ma'ahu annaha min tiraz az-zakharif al-maghribiyya. Attends, je traduis pour que ce soit limpide. Nous dirions qu'elle relève du style des ornements marocains. C'est une affirmation. Ça veut dire qu'à cette époque, pour les spécialistes égyptiens, l'esthétique de l'Alhambra est la référence ultime, le maître étalon de l'art marocain. Le style marocain, c'est le référent technique et historique de cette école architecturale. Totalement. Et la preuve matérielle suit. Le texte mentionne que des fragments de plâtre sculptés, qui ont été identifiés comme appartenant au Teraz al-Maghribi, donc le style marocain, ont été sauvés et intégrés aux collections de Dar al-Athar, la maison des antiquités. On a donc la double preuve, l'analyse stylistique des experts et les vestiges archéologiques qui confirment. Ouais, il précise que cette empreinte architecturale marocaine, elle n'est pas isolée. On la retrouvait dans d'autres monuments importants de la cité. Elle montre que le savoir-faire marocain était une sorte de norme d'excellence, un label de qualité qu'on allait chercher pour orner les grands édifices du Caire. Tu sais, en creusant un peu sur cette fameuse Lajna, on tombe sur des figures comme Max Herz Pacha, un architecte hongrois qui en fut l'architecte en chef pendant des années. Son travail et celui de ses collègues, publiés dans les bulletins du Comité de conservation des monuments de l'art arabe, est d'une rigueur scientifique intéressante pour l'époque. Il dessinait, mesurait, comparait. Oui, et quand ils parlent du style marocain, ils essaient de comprendre la circulation des artisans. Je rappelle que cette école est fondée en 1225 par le sultan Ayyubide al-Kamil, c'est-à-dire bien avant la construction du palais de l'Alhambra. À ce moment-là, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'apogée de l'empire des Almohades. Ça veut dire que cet art rayonnait déjà, porté par des artisans qui bâtissaient en même temps au Maroc et dans des villes comme Séville, Cordoue ou Grenade. C'est ça le contexte clé. La dynastie des Almohades, ou Al-Mouahidoun, contrôle un territoire immense qui va du Maroc à l'Andalousie. Il développe un style architectural et décoratif d'une sophistication waouh. La Giralda à Séville, mais avant il y avait la Côte Toubia à Marrakech, la Grande Sœur, et puis il y a les tours à Séville, comme la Tour de l'Or, la Tour Blanche ou la Tour de l'Argent, ouzid ouzid. Les artisans, les techniques, les idées, ça circule à une vitesse folle. Et le Caire, capitale des Ayyubides, est un pôle d'attraction. Elle voulait de la beauté, donc on appelle les artisans de l'Empire du Maroc. Oui, c'est bien ça. Et cette circulation, elle est documentée. On n'est pas dans le fantasme. Le grand historien Ibn Khaldoun, dans son œuvre immense, Al-Muqaddima, écrite au XIVe siècle, décrit très bien comment les artisans et leur savoir voyagent au gré des dynasties et des commandes princières. Une capitale prestigieuse comme le Caire voulait s'attacher les services des meilleurs, peu importe d'où ils venaient. Et quand Ibn Khaldoun parle des arts et des métiers, la fameuse Ilm Sana'i', il explique que la qualité d'un art dépend de la prospérité de la dynastie. Les Almohades étaient au sommet, donc leurs artisans étaient au sommet. Il est donc logique que les sultans ayyubides, en plein boom constructif au Caire, aient fait appel à des maîtres artisans venus de ce territoire pour leurs projets les plus ambitieux.
Tu sais, je reviens à cette comparaison avec l'Alhambra. C'est très révélateur que le comité du Caire, à la fin du 19e siècle, classe ces ornements sous l'appellation de style marocain. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Alhambra est un palais figé dans le temps, un vestige, en grande partie en ruine, témoin d'un passé révolu en Espagne. Alors qu'au Maroc, cet art n'a jamais disparu, c'est une tradition vivante. D'ailleurs, ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'Alhambra a réellement pu récupérer son prestige d'origine, et ce grâce à son architecte conservateur, Leopoldo Torres Balbás. Pour comprendre comment restaurer fidèlement les décors et les structures de Grenade, il a dû faire le voyage jusqu'à Fès pour observer et comparer les techniques avec celles de l'université. C'était la reconnaissance concrète que le Maroc était le seul endroit où ce savoir-faire était resté intact et actif. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet qu'on doit absolument traiter séparément. C'est une définition qui se fait un peu à rebours, basée sur le vestige le plus spectaculaire. Il y a aussi l'impact des voyageurs, des peintres et des architectes européens du 19e siècle, comme le Britannique Owen Jones. Son livre The Grammar of Ornament, publié en 1856, a canonisé les motifs de l'Alhambra. C'est ça. Donc on a un voyageur en 1845 qui, sans doute influencé par la mode européenne de l'époque, mais ce qui est vraiment fort, c'est que l'expert du comité égyptien, lui, remet l'histoire à l'endroit. Il ne parle pas d'art andalou, il tranche techniquement en affirmant que cette école, tout comme l'Alhambra, relève du style marocain. C'est vraiment une histoire de regard croisé. Le regard de l'artisan marocain du XIIIe siècle qui exporte son art au Caire, le regard du voyageur du XIXe fasciné par le vestige de Grenade, et surtout le regard de l'expert égyptien qui vient rendre à César ce qui est à César. Tous convergent vers la même réalité. La matrice, la norme d'excellence et la source absolue de cette architecture, c'est le savoir-faire marocain. C'est juste ça, en fait, l'histoire de l'art. C'est la fin de notre épisode. On espère que cette analyse vous a plu. Je vous laisse sur cette ancienne maxime qui résume parfaitement notre sujet. Al-atharu tadullu ala al-mu'affir. Les traces renseignent sur celui qui les a laissées. Prenez soin de vous et à très bientôt. À la prochaine.